c'est très sympa qu'on se rejoigne cet après-midi tous les quatre pour discuter un petit peu pendant une demi-heure. Et puis, si on dépasse, on dépasse. Sur les podcasts. Et au-delà de ça, je vais démarrer par vous présenter et puis vous présenterez un petit peu aussi, vous de votre côté, tout à l'heure. Et puis, introduire un petit peu pourquoi on a choisi ce sujet finalement. Donc, on a avec nous en guest, et je vais commencer par Lauriane. Donc, Lauriane Crépy, qui est une ancienne de l'ECITV, qui a aussi la particularité d'avoir été ma petite sœur dans le boulot, on va dire ça comme ça. Et voilà, aujourd'hui, elle vole de ses propres ailes, dira-t-on, puisqu'elle vient aussi de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est intéressant de voir les anciens de CTV qui s'émancipent dans cette voie. Et voilà, et donc du coup, Lauriane aussi fait des podcasts depuis un petit moment, et je trouvais intéressant qu'elle nous dise un petit peu comment elle aborde tout ça. De la source de Jérôme, puisque Sandrine danse. Et du coup, voilà. Lauriane, tu te présenteras un petit peu aussi tout à l'heure. Ensuite, on a Alexia Lefebvre avec nous. Donc, c'est super parce qu'Alexia, elle a plein de choses à nous dire. Elle a beaucoup d'expérience dans plein de domaines, mais surtout dans la communication. C'est très vaste. Et sa spécialité, c'est les médias sociaux. Mais ce n'est pas tout, puisqu'Alexia aussi a son propre podcast. Elle nous le présentera tout à l'heure. Et en dernier, nous avons Sophie Pisterman. La non moins pétillante. Voilà. Donc, voilà, Sophie, faut-il encore la présenter? Voilà. Sophie Pisterman qui est prof au sein du réseau GES depuis très longtemps. Et prof, d'ailleurs, je ne devrais pas dire prof. Au réseau GES, nous n'avons pas de prof, nous n'avons que des intervenants, n'est-ce pas? Donc, Sophie qui a sa société de prod et qui, elle aussi, s'est lancée dans la grande mode du podcast. Et c'est intéressant parce que, et là, je vais pouvoir du coup introduire, c'est intéressant parce que le podcast, on a l'impression que ça existe depuis avant-hier, alors que ça existe depuis avant, plus l'infini, avant-hier. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, alors moi, je suis de la génération qui a vu le podcast arriver et qui n'y a pas adhéré du tout. Et c'est ça qui est rigolo, en fait, c'est que le podcast, ça existe depuis 2004. Donc, d'ailleurs, Sophie nous a préparé une très belle presse que je vais vous partager. Et voilà, le podcast existe depuis très longtemps et pourtant, ça a vraiment le vent en poupe depuis pas si longtemps que ça, quoi. Alors pourquoi, comment, c'est peut-être les questions que l'on va essayer de répondre tout à l'heure, mais surtout, ce qui est intéressant dans le podcast, c'est vraiment son utilité d'un point de vue complètement digital, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est un contenu complètement audiovisuel. Voilà. Et c'est vrai que du coup, peut-être que quand c'est arrivé en 2004, c'était peut-être un petit peu trop tôt. Alors ça, on verra tout à l'heure les pourquoi du comment ça fonctionne maintenant, ça n'avait pas autant fonctionné auparavant. Mais voilà, c'est intéressant. Alors, je voulais vous préparer, j'ai un iPod, mais à force de le montrer tout le temps en cours aux étudiants, je ne sais plus où je l'ai mis. Donc, je voulais vous le présenter et vous dire, bah voilà, le podcast, ça vient de là. Et comme d'habitude, Apple crée des tendances, même si celle-là, elle a mis un petit peu du temps à venir, mais mine de rien, 14 ans après, dans podcast, il y a Pod. Voilà. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant parce que ça constitue vraiment l'ADN de CTV. Le CTV qui existe quand même depuis quasiment 10 ans maintenant et qui, dès le départ, avait pris le parti de mélanger ces deux mondes-là. Et ça fait quelques années maintenant qu'on voit qu'effectivement, c'était une bonne idée parce que on a à la fois YouTube, toutes les plateformes de VOD qui ont explosé et c'est pas tout, puisque aussi tous les réseaux sociaux aujourd'hui et tout ce qui constitue de la viralité passe à travers des messages qui sont
riche, on appelle ça rich, mais soit par l'image, soit pour l'audio, ou soit par le mélange des deux, l'audiovisuel. Et ça, c'est super intéressant. Donc voilà, moi, je vais vous laisser vous présenter. Je vais mettre la presse en fond. Et puis, on va du coup dialoguer autour de ces questionnements-là. Et aussi, tout simplement, hein, forcément, on est là aussi pour en parler, c'est comment nous, à l'ECITV, on intègre ça dans la pédagogie et comment on essaie justement aux étudiants de déjà savoir d'où ça vient, savoir comment le piloter, comment le maîtriser, mais surtout, parce que ça, tout le monde peut le faire, hein, de faire un podcast, c'est donné à tout le monde, et surtout, c'est comment savoir le brander et derrière toucher des gens avec, quoi. Voilà. Je vous donne la parole et moi je mets la presse. Les plus jeunes commencent. Allez. J'y vais alors. Non, non, perdu. Tu vas voir, ça va pas s'arranger d'année en année. Ouais, faut que je m'habitue, putain. Du coup, moi je m'appelle Lauriane, j'ai fait le CITV de 2013 à 2015. J'ai commencé à monter ma boîte et j'ai un podcast qui s'appelle Apprenti Entrepreneur. Et contrairement à Johan, moi, quand j'ai commencé avec les podcasts, j'ai accroché tout de suite. Et j'en écoute vraiment depuis... Je peux dire que ça fait 10 ans que j'en écoute. Même, je me souviens que pour aller à l'ECITV, j'en écoutais dans les transports. Donc, le CITV, j'ai commencé en 2013. On n'est pas loin des 10 ans, ça fait au moins 7 ans. Et ce que je trouve très cool dans le podcast, c'est que c'est vraiment à la croisée de plein de trucs. Et j'ai trop hâte de parler de tout ça. Voilà pour ma présentation. Vas-y, Alex. Dans l'ordre d'apparition. Donc, moi, je m'appelle Alexia Lefebvre. Ça fait faire un peu plus de 4 ans maintenant. Je donne des cours en social media et communication de crise au digital marketing et au audiovisuel, donc surtout en 5e année. Et je trouvais hyper intéressant en tant que communicante, évidemment, d'aller au bout de la chose, puisque je donne beaucoup de conseils à mes étudiants. Donc, je me suis dit, il faut que j'essaye moi aussi. Le podcast, alors un peu comme Lauriane, moi j'aime vraiment beaucoup, c'est un média qui me plaît beaucoup. Pour la petite histoire, il a été un temps où j'ai travaillé au Musée des Arts et Métiers et la première expo dont je me suis occupée, c'est radio. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose aussi vis-à-vis de l'écoute et de la transmission orale. Et ça faisait donc assez longtemps que je voulais me lancer dans le podcast. J'y réfléchissais aussi pour la boîte pour laquelle je travaillais, puisque son positionnement, c'était prendre le temps. Donc, je me disais que c'était plus intéressant d'aller justement vers des formats audio que des formats audiovisuels. Et la crise est passée par là. Donc, je me suis dit, en attendant, je vais d'abord m'y lancer moi, puisque c'est aussi un projet personnel. Et donc, j'ai lancé Les Pieds dans Demain pour permettre en fait à des personnes ordinaires, mais pleines de bon sens et avec plein de bonnes idées et juste ce qu'il faut d'espièglerie, d'avoir une voix et de parler de demain, à quoi pourrait ressembler demain dans leur quotidien, plutôt que d'être toujours entouré de personnes, vraiment d'une certaine typologie de personnes. Je vais vraiment donner la parole à un maximum de personnes pour justement montrer la vraie réalité de demain. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que maintenant que j'ai créé un podcast, c'est un peu comme les tatouages. On en fait un, on a envie d'en faire d'autres. Et là, j'ai pas mal de thèmes que j'aimerais aborder en podcast. Et j'en profite justement pour remercier Sophie Pisterman, puisque c'est elle qui m'a poussée à aller plus loin dans le podcast. On s'est pas mal aidé, on s'est pas mal suivi. Et il y a un début avril, je l'ai appelée en disant ça va pas, je sens que j'ai envie de lancer un truc, mais je sens que je vais pas tenir. Sophie m'a dit ok, t'inquiète pas, je te botte le cul. Et ben voilà. Aujourd'hui, j'en suis au 15e épisode, Les Pieds dans Demain. Et c'est entre autres grâce à Sophie. Merci Alexia. C'est vrai que je vais pouvoir rajouter le / botteuse de cul du coup à mon CV. C'est bien. Le CV va être aussi grand que mon âge, quoi. J'accumule au fur et à mesure les choses. C'est comme le bon vin, tu le sais. Oui, mais c'est comme le Bourgogne, tu as raison. Donc moi, c'est Sophie. Alors c'est vrai que moi, j'ai créé le podcast il y a un peu plus d'1 an maintenant. Non, ça va faire 1 an au mois de janvier, j'ai créé le podcast sous un nom d'emprunt parce que je traite de sujets un petit peu délicats et non pas que je ne les assume pas, bien au contraire, mais entre l'image publique que moi je peux avoir et l'image privée, il peut y avoir des dommages collatéraux. Du coup, j'ai un podcast avec un titre un peu compliqué qui d'ailleurs m'a posé pas mal de problèmes, notamment avec nos amis américains, mais j'en parlerai un peu plus tard, puisque mon podcast s'appelle et en même temps Fuck. Et donc je le prends sous mon nom d'emprunt qui est mon 2e prénom et la contraction de mon nom, et donc mon nom de scène
c'est un peu présomptueux de dire ça, mais mon nom de scène, c'est Esther Pi. Le format est différent de celui d'Alexia parce qu'elle, effectivement, elle reçoit des invités. Moi, j'en reçois environ tous les 5 ou 6 épisodes, mais mon format est sous forme de chronique d'une dizaine de minutes sur un sujet, en tout cas sur une thématique de la femme, on va dire quadra, allant plus maintenant vers le quinquat. Il va falloir peut-être que je change un petit peu la cible parce que vu que je suis sur un podcast, on va dire, comment on dit ça mince, que sur une tranche d'âge, le mot m'échappe. Du coup, il faut que je suive aussi ma propre tranche d'âge pour que je sois légitime dans mon discours. Et donc voilà, je fais un podcast sous forme de billet d'humeur qui paraît une fois tous les 15 jours. Et effectivement, une fois tous les 5 épisodes, je reçois un invité dans ma thématique. Ça peut être un homme, j'ai reçu un homme, je reçois, c'est vrai, souvent des femmes parce que ça fait partie aussi de mon audience. Et se lancer dans l'aventure du podcast, c'était pour moi un moyen de prendre la parole autrement. Et de pouvoir s'exprimer par un média qui, c'est vrai, n'est pas archi coûteux à mettre en place, même si quand on se professionnalise et maintenant qu'il y a pléthore de podcasts, c'est sûr qu'on a envie d'avoir un joli son. Donc, vous voyez, j'ai mon petit… je sais pas, je pense que Lauriane fait la même chose, mais vous voyez, voilà, j'ai… à demeure quasiment, si j'ai une envie subite d'enregistrer, voilà, je peux enregistrer très très vite. Donc c'est un petit peu de matériel. Et comme l'a dit fort justement Johan, effectivement, c'est pas qu'un contenu mais c'est aussi toute une démarche qu'on a à faire pour que le podcast ne soit pas écouté par 2 personnes, parce que même si on fait ça déjà pour soi, on a quand même envie qu'il y ait une écoute. Et là, je pense que Lauriane et Alexia seront d'accord avec moi. On fait pas ça pour la gloire, mais on fait quand même ça pour que ça soit quelque part utile, que la parole serve en tout cas, et qu'elle soit utile, on va dire, à un nombre de gens qui soient dans la cible, et puis qui puissent aussi nous faire des retours aussi, parce je suis très attentive aux retours qu'on peut avoir. Voilà, donc mon podcast, c'est un coup de gueule, c'est un porte-parole, et puis quelque part aussi sûrement une forme de catharsis, probablement. J'ai parlé très longtemps, là. Moi aussi, t'inquiète pas. Bon, ça va. On est prof. Nous sommes prolixes. Johan, peut-être tu veux reprendre la parole ou… Non, c'est intéressant parce que effectivement… alors toi, par contre, Sophie, tu nous as pas dit quand est-ce que tu avais commencé à adhérer à ce type de format. En dehors du fait que toi, tu as créé ton podcast il y a 1 an, mais quand est-ce que véritablement tu t'es intéressé au format? Alors, shame on me, je ne suis pas comme Lauriane, je n'ai pas été, je pense, dans le mouvement précurseur de les écouter. C'est vrai que c'est un format que j'ai découvert tardivement, et on va dire que j'ai dû découvrir le podcast peut-être 2 ans. Enfin, je connaissais l'existence, mais je n'avais pas encore adhéré. Et puis, le contenu n'était pas aussi riche, évidemment, qu'il est aujourd'hui. Et en plus, on a vu là avec le confinement, et Alexia en est un bel exemple, il y a eu de nombreux podcasteuses, notamment, il y a beaucoup de femmes dans les podcasts, mais qui ont créé leur propre projet. Mais oui, ça fait, on va dire, 2 ans que je m'intéresse au podcast et que j'ai trouvé du coup une richesse et une manière de parler complètement différente. Je sais qu'au départ, j'avais écrit le podcast et vraiment, j'avais écrit, parce que mes podcasts sont écrits, peut-être contrairement à celui d'Alexia où c'est plus sous format d'interview, et je pense que toi, Lauriane aussi, tu dois beaucoup les écrire. Et c'est vrai qu'il y a une parole podcast qui n'est pas du tout la parole écrite. C'est-à-dire que j'ai enregistré mon podcast et j'ai dit, mais quelle est cette chose absolument immonde que je viens de faire, parce que le langage écrit n'est pas le langage parlé. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que j'avais peut-être du mal à aller sur le podcast, parce que sur des formats type livre audio, etc., je retrouvais pas finalement l'envie de lire, alors que, et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, un podcast, c'est un peu comme un livre écrit, etc., et ça m'avait un peu dérangé. Et j'ai compris ça quand j'ai écrit, quand je me suis enregistrée, quand je me dis, mais ça va pas du tout, tu n'as pas le style du podcast. Et donc, du coup, je crois que le premier que j'ai écouté, c'était La Poudre de Lorraine Bastide. Je crois que c'est le premier podcast sur lequel je suis tombée. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres aujourd'hui que je suis beaucoup. Je suis passée, on le verra aussi, sur le podcast. Alors aujourd'hui, on dit podcast, le podcast natif, c'est-à-dire celui qui n'a que pour but d'aller sur une plateforme d'écoute. Mais au départ, le podcast, c'était des émissions de radio qui étaient en replay finalement. Et je suis aussi passée par le replay. Je n'oserais pas vous dire quel type d'émission j'écoutais, parce que là, je vais passer dans un autre monde. Mais oui, je suis peut-être arrivée au podcast aussi via les podcasts replay, donc les podcasts des radios, et notamment ceux d'RTL, France Inter et Arte. Oui, c'est pour ça que je disais que c'était intéressant, et c'est bien que tu finisses par ça, parce que c'était la question que je voulais poser. C'était, en gros, est-ce que le podcast, d'une certaine manière,
Et peut-être que c'est générationnel aussi. Alors, je suis pas bien plus vieux qu'Alexia. Hyper gaffe à ce que tu veux dire. Je suis un petit peu plus vieux, mais voilà. Et Lauriane, on a quand même un petit peu d'écart. Donc, forcément, au moment où on arrive sur le marché, entre guillemets, c'est peut-être plus simple de l'aborder. Moi, je suis un enfant de la radio. J'écoutais beaucoup la radio. Et c'est pour ça que le parallèle est intéressant, parce que le podcast, finalement, est-ce que c'est pas une nouvelle manière d'écouter ce qu'on écoutait à la radio à l'époque? Donc, bon, c'est une question. Après, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est pourquoi le podcast est devenu un canal à part entière dans le digital marketing et comment vous avez mis en place et comment vous êtes en train de construire, pour ceux qui se lancent, cette stratégie et puis du coup, forcément, ce que nous, on essaye de faire à travers nos cours. Mais voilà, c'est ça qui est intéressant. Lauriane, toi, tu es en train de démarrer, par exemple. Comment tu es en train d'établir ta stratégie à travers tout ce que tu as pu vivre dans ta carrière et ce que tu as pu apprendre auparavant? Alors, déjà, je tiens à contredire Sophie sur un tout petit truc. Moi, je n'ai pas encore le matériel professionnel. C'est-à-dire que je suis vraiment partie du principe, Lauriane, ça fait 10 ans que tu écoutes des podcasts, tu es déjà intervenue dans plusieurs podcasts, il est temps que tu lances le tien pour apporter ta vision. Et c'est là où, du coup, je recoupe avec ce que Johan a dit, c'est que le podcast, c'est un très bon canal pour apporter sa vision, mais aussi pour nouer un lien avec les gens, dans le sens où on se place un petit peu dans leurs oreilles et on les accompagne, parce que vraiment, le podcast, c'est le seul contenu que tu peux consommer en faisant plein d'autres trucs. Il y a des gens qui les écoutent en faisant du sport, il y a des gens qui les écoutent en faisant le ménage. Et du coup, le podcast, c'est vraiment le moment où tu es tout le temps avec eux. Du coup, moi, je l'ai même lancé avant mon entreprise. Et en fait, c'était un challenge. Je ne sais pas si certains connaissent Léna Situation, mais pendant tous les mois d'août, elle se lance le défi de faire un vlog par jour. Et en fait, je me suis dit, attends, Léna Situation, elle est encore plus jeune que moi, elle arrive à faire une vidéo par jour pendant un mois. Je vois pas pourquoi moi, j'arriverais pas à faire un podcast. Et c'est comme ça que j'ai lancé mon podcast. Et du coup, je l'ai lancé avec mon téléphone. Donc, même pas trop mal, Sophie. D'avoir dépensé autant d'argent, je sais pas, je te dirai à la fin. Non, alors pour le coup, c'est vraiment mon prochain step, c'est d'acheter un micro. Et d'ailleurs, j'ai mon micro chouchou dans mon panier Amazon et j'attends juste que le prix baisse. Le Blue Yeti, j'imagine. Exactement. Ouais, oui. Et c'est vrai que ce que je trouve très cool dans le podcast, c'est le fait de pouvoir accompagner les gens, de créer un lien avec eux, parce que mine de rien, dans la voix, on arrive à faire passer pas mal d'émotions. Et ça permet aussi de créer une petite relation et un petit peu de se positionner soit en tant qu'expert, soit en tant que quelqu'un qui te pousse à réfléchir. Je pense notamment à Sophie qui a des billets d'humeur ou même les conversations que Alexia va faire avec les gens. C'est pas forcément quelque chose où on se pose en tant qu'expert et on te donne une masterclass. C'est plus, on va avoir une conversation selon nos valeurs et notre point de vue et on va essayer de te pousser un petit peu à réfléchir. Moi, je pense tu as complètement raison, Lauriane. Je pense qu'il y a vraiment deux objectifs au podcast. C'est vrai qu'il y a une côté, alors on va peut-être pas aimer ce mot-là, mais il y a un côté personal branding, je pense, qui est intéressant. Qui peut servir effectivement soit l'entreprise dans laquelle on est, soit Alexia dans son métier de communicante, de pouvoir asseoir sa faculté de communication avec les autres, etc. Moi, ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est que c'est l'insertion du podcast dans le monde du luxe. Je ne sais pas si vous avez fait la même remarque, mais autant le monde du luxe a mis très longtemps à se digitaliser, c'est-à-dire au départ, ils ont dit « Oh, ça, c'est pas pour nous ». Ils ont fini. Mis très longtemps. Ouais, non, mais aujourd'hui, il y a encore beaucoup de boîtes, on le voit, j'en ai discuté avec des gens qui travaillent dans le luxe, etc. On voit que les sociétés ont du mal, les sociétés de luxe ont du mal à se digitaliser, à se dire finalement, la digitalisation, c'est pour maintenant, nous, on est dans le groupe du luxe, on va faire autrement. Et si on regarde, les premiers à avoir fait des podcasts, à avoir fait un podcast de contenu, c'est-à-dire activer le podcast comme vraiment levier de communication à la marque, eh ben, c'est Hermès qui a commandé ces podcasts sur les métiers d'artisanat. C'est Chanel qui a lancé le site. Bref, on se rend compte quand même que il faut pas se leurrer. Le public du podcast, et je pense que Johan, tu le verras en passant mes slides, est un public éduqué,
un public plutôt CSP+, plutôt urbain. Et c'est vrai qu'on a quand même une cible qualifiée tout de suite. Donc, pour moi, vraiment, le podcast, effectivement, il y a un côté porte-parole, comme je le disais. Je pense un côté personal branding, je pense, pour ton entreprise aussi. Lauriane, tu me diras si toi, ça te sert aussi quelque part à te légitimer. Et idem pour toi, Alexia. Moi, c'est un peu différent, vu que j'ai un nom d'emprunt. Du coup, mon parcours professionnel ne cautionne pas finalement ce que je dis. Et puis, de l'autre côté, pour les marques, à mon sens, un vrai levier de communication pour créer un contenu un petit peu différent et pas uniquement basé sur des choses mercantiles. Et justement, moi, pour te rejoindre, Sophie, je réfléchissais à ça parce que de mon côté professionnel, je m'occupe d'une marque et du brand content de la marque. Ce qui est intéressant avec le podcast, c'est quand je me suis un peu renseignée sur ce format, il y a plusieurs points qui sont hyper importants. C'est que ça permet le temps long. Donc de prendre le temps d'écouter, de découvrir. Donc c'est juste un matching parfait avec le luxe, tu vois. Il y a un peu aussi quand on voit l'évolution et à quel point le phénomène de l'ASMR, donc vraiment ces sons qui vous détendent, sont hyper présents. Donc le luxe avait vraiment quelque chose à jouer par rapport à cette notion de savoir-faire. Mais alors ce que j'aime surtout dans le podcast, comme ce n'est pas justement un média physique, enfin en tout cas d'image, je veux dire, c'est un média de son, je trouve que les gens sont encore plus sensibles au côté publicité. Et ça, je m'en suis rendu compte très vite, c'est-à-dire qu'une marque, aujourd'hui, on lui demande d'être authentique, on lui demande d'avoir des engagements, de promouvoir ses valeurs. Le podcast est un très, très bon moyen justement de parler autrement de la marque, mais aussi des sujets qui intéressent la marque. Mais ce qui est hyper frappant, c'est que si une marque a le malheur de devenir trop mercantile, comme tu dis, d'avoir ce discours vraiment très publicitaire, en général, les gens ne vont pas s'y tromper. Et ça, je trouve que Absolument. Ça vient aussi permettre cette authenticité, justement cette horizontalisation de la relation entre les marques et le public, que ce soit des prospects ou des clients, que je trouve extrêmement intéressant en ce moment à étudier. Je suis toi, Lauriane, oui, à 100% d'accord avec ce que vous venez de dire. J'ai justement là où j'allais en venir. On a dit Mais non, mais c'est intéressant parce que le podcast est un produit extrêmement particulier dans le panorama du digital. C'est très, très bizarre. Et c'est là où je voulais en venir parce que le podcast, en fait, va d'une certaine manière révolutionner un petit peu la manière dont on fait du marketing aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une phase de digitalisation. Et on a l'impression, parce qu'on en parle beaucoup, que c'est quelque chose de très... avec un pourcentage un taux de pénétration très fort sur le monde, ce qui est faux. Enfin, ce qui n'est pas vraiment vrai. Il reste encore beaucoup de gens qui n'ont pas forcément accès à une connexion Internet fiable, etc., etc. Donc, effectivement, c'est normal que quand on voit cette slide, on a 70% des auditeurs qui vivent dans une ville de plus de 100 000 personnes. C'est quand même colossal. Donc déjà, on peut éliminer quasiment les milieux ruraux. C'est quand même quelque chose de très urbain, le podcast, pour l'instant. C'est quelque chose de très urbain. Et quand quelque chose est très urbain, forcément, on a tendance à croire que c'est hype, c'est voilà. Donc, il y a ça qui est intéressant. Mais le parallèle que je voulais faire à la base, c'était de dire on a l'habitude de Google, donc, et tous les autres se sont calqués sur ce modèle-là avec du coup du moteur de recherche où effectivement on va essayer de matcher exactement ce que l'internaute cherche afin de pouvoir lui pousser l'offre la plus adaptée à ce qu'il veut, mais en essayant quand même pas trop de lui montrer que on le savait avant. C'est ça qui est intéressant et c'est le marketing de base. Et effectivement, on a l'habitude, et on reparle encore une fois de la radio, lorsqu'on a un message publicitaire à la radio, c'est tout de suite, on a le réflexe de fermer ses oreilles parce que on sait que c'est un message et puis que ça rentre et c'est plein de subliminalité. Je ne sais pas si ça existe comme mot, mais je suis là. On a compris. Coup de 120 points au Scrabble, on prend. Et hashtag néologisme, voilà. Voilà, hashtag néologisme. Et du coup, on a eu pendant très longtemps une manière de chercher et des gens qui cherchent à se référencer. Et là, en fait, on va plutôt passer, et comme le disait Alexia à travers, avec l'exemple de l'ASMR, c'est qu'on va plutôt être dans de l'expérience. Et ça, c'est super intéressant parce que du coup, les marques vont devoir réfléchir différemment à pourquoi elles créent leur contenu. Ce
Ce qui n'était pas forcément le cas lorsqu'on faisait du moteur de recherche, lorsqu'on veut ranker, on appelle ça ranker sur les moteurs de recherche, où on va vraiment être à la performance. C'est-à-dire que ça ne sert pas forcément à quelque chose d'être performant au sens performant du terme. Ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment verrouiller sa cible au max et de savoir changer très rapidement, ce qui est très facilement faisable lorsqu'on enregistre un podcast, puisqu'il suffit de voir les résultats et les commentaires des gens pour savoir comment on doit changer sa ligne éditoriale. Et ça, c'est super intéressant parce qu'on va avoir des podcasteurs finalement qui vont vraiment avoir une espèce de fanbase. Comme les youtubeurs en fait. Avec la facilité de ne pas avoir à regarder quelque chose. C'est-à-dire qu'on peut faire son ménage, on peut prendre les transports, on peut faire plein de trucs. Et ça, c'est vraiment là où c'est intéressant d'un point de vue digital. Et comment les marques vont réussir C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les marques ne vont pas pouvoir vendre pour vendre à travers le podcast. Ça ne marchera pas. Elles vont être obligées de raconter une histoire. Et c'est là où je mets le curseur de l'expérience, en fait. Vous voyez ? C'est sûr, c'est typiquement l'exemple de Gemio et de Pauline, je ne sais plus comment elle s'appelle, Pauline voilà, merci, qui a lancé, je crois que ça a été une des pionnières, à lancer ce podcast-là par rapport à sa marque Gemio, où elle, effectivement, elle ne vend pas de bagues. Par contre, elle va raconter des histoires de mariés, de rencontres sur Chalalove. Après, là où je tempère un tout petit peu ce que tu dis, alors ce que tu dis, Yo, est valable effectivement pour les grandes marques qui tout de suite vont avoir une fanbase immédiate acquise via leur notoriété. Si on prend des gens comme nous, où c'est un peu plus compliqué, il faut savoir que 60% des écoutes se font sur Apple Podcast, mais que tu ne peux avoir les retours statistiques d'Apple Podcast que quand tu fais partie de la sélection d'Apple Podcast. Ce qui est un petit peu un cercle non vertueux où on se mord un petit peu la queue, c'est-à-dire que 60% de tes écoutes sont faites sur une plateforme qui ne te retranscrit pas le nombre d'écoutes que tu peux avoir tant que tu n'es pas dans le sacro-saint bandeau sélection d'Apple Podcast. Donc, c'est vrai qu'on a des retours. Alors, je pense que à l'instar de Lauriane et Alexia, on est tous globalement sur toutes les plateformes possibles et inimaginables. Aujourd'hui, il y a des startups qui se sont mis en route pour aider les podcasteurs. Je pense à Encore, je pense à Ocha, des gens qui nous aident à avoir des retours sur les statistiques. Mais c'est vrai que pour des jeunes podcasteurs, je ne parle pas de l'âge physique, je parle de l'âge du podcast, c'est parfois compliqué justement de réajuster et on se retrouve parfois confronté à devoir jouer un petit peu de sorcellerie avec les statistiques. C'est-à-dire que moi, j'essaye de pas trop les regarder parce que c'est vraiment pour moi, c'est une œuvre, donc j'aime pas toujours être directement en critique, ou en tout cas avec des audiences qui montent, qui descendent, etc. Mais c'est vrai que c'est parfois un peu compliqué, et je ne sais pas si Lauriane et Alexia ont le même retour que moi, de vraiment... C'est-à-dire que les retours qu'on a sont souvent des bons retours. Alors, les MP, c'est super, machin, oui. Je me permets juste de te couper parce que tu as raison, mais je ne suis pas forcément bien exprimé. Dans ce cas, je rajoute quelque chose. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as raison, mais Apple, c'est pas à travers Apple Podcast que tu vas obtenir tes retours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ta stratégie et vos trois stratégies à toutes les trois, et beaucoup de podcasteurs ont la vôtre et c'est très bien, c'est pour dire que ça fonctionne, c'est que c'est jamais unilatéral en fait. Tu vas forcément parler de ton podcast sur d'autres réseaux qui sont beaucoup plus viraux que Apple. Et c'est ça dont je parle. C'est tout ce que tu vas envoyer sur Insta, tout ce que tu vas envoyer sur LinkedIn. Et en fait, la strat dépendra aussi de ton contenu éditorial. Parce que si tu fais effectivement un podcast sur, je sais pas, les baskets, concrètement, est-ce que ça a sa place sur LinkedIn? Pas forcément. En revanche, sur Instagram, ça marchera vachement bien. Et voilà. Et c'est plutôt ça que je voulais dire. C'était la complémentarité que ça peut avoir sur d'autres réseaux où là, tu es sûr d'avoir des retours qui seront instantanés. Voilà. Absolument, oui, d'accord. Mais c'est vrai qu'un podcast ne peut pas vivre sans son compte Instagram aujourd'hui, à minima, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de moi qui suis beaucoup sur YouTube, sur Twitter, etc. Il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui disent « Ah, mais quand est-ce que tu fais ton podcast ?» à des gens qui sont pas habituellement qui ne font pas de podcast à la base. Donc, ça montre bien qu'il y a un certain intérêt aussi des gens à avoir du contenu différent, comme les youtubeurs qui ont commencé à faire du vlogging, à faire d'autres choses qu'ils faisaient auparavant. Ils se sont élargis. Et le podcast, c'est en train de vraiment, à la manière de TikTok, à la manière de tous ces médias-là qui sont un petit peu différents de ce qu'on a l'habitude, ça rentre dans les mœurs. C'est intéressant.
Et à la manière aussi de Audible, tu vois, qui vient apporter des livres audio. C'est vraiment, il y a un usage qui est en train d'évoluer. Quand tu vois aujourd'hui toutes ces applis, même de méditation, on parle du droit à la déconnexion, mais on n'a quand même pas envie que tu sois trop loin de ton téléphone. Donc, le bon compromis qu'on a trouvé, c'est quand même de se dire, tu vas écouter une voix qui va t'apprendre à te détendre, à faire pendant 30 secondes rien. Ça existe. Et je trouve que c'est intéressant comme vraiment, on le voit aussi avec tous les assistants vocaux, comme la voix est en train de prendre une part beaucoup plus importante dans nos vies, et comme il y a potentiellement aussi une fatigue de cette image qui est justement trop faussée. Instagram peut en être un des porte-paroles, et on sent que vraiment les gens ont besoin de divertissement. On le voit avec un TikTok quand même les gens se divertissent comme on pouvait le faire à une époque. Il fut un temps Vine, et là je trouve que ça vient justement montrer à quel point les gens, alors encore une fois, comme au début j'ai mal lu, j'ai lu le podcast c'est un métier de riche. Il m'a fait rire. Excusez, c'est pareil, confirmation, maintenant je vois confinement, enfin bref, où se confie, je vois confinement, c'est dramatique. Mais il y a encore un peu, quand je dis riche, si mon cerveau a fait ce switch-là, c'est parce qu'en effet, on est sur une population CSP+, plutôt éduquée, qui veut se cultiver, qui veut être la meilleure version d'elle-même. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, et on a l'impression que justement, un peu ce que disait Lauriane en préambule, le fait que maintenant je crée une relation de confiance, que je sois dans tes oreilles, je pense que ça va permettre aussi d'aller toucher une audience qui était fatiguée de ce personnel branling sur les réseaux type YouTube ou Instagram. Là où je te rejoins totalement, d'ailleurs, c'est de voir le nombre de YouTubeurs qui ont gardé le format vidéo pour apporter du contenu à leur chaîne, mais qui utilisent le podcast pour apporter un contenu supplémentaire à leur stratégie. Par exemple, Kian Kojandi, ce qu'il fait avec Navo, avec Un Bon Moment, c'est de base un truc avec Canal+, mais qui est aussi disponible sous format podcast, et qui ensuite, l'émission, en gros, qui dure presque 1h30 à chaque fois, il la coupe en petits morceaux pour en faire plusieurs vidéos sur sa chaîne. Et du coup, le podcast, c'est presque devenu un média principal, et un média principal duquel tu peux créer une stratégie éditoriale où justement, et là je trouve ça très intéressant, la vidéo a un petit rôle à jouer et a un rôle qui en plus vient booster ton podcast. En gros, les gens deviennent tellement lassés de voir des longues vidéos ou des vidéos super poussées que j'ai vu plusieurs fois ça, des toutes petites vidéos, que ça soit sur Instagram. D'ailleurs, Pauline Lagneau de Gémio utilise énormément les toutes petites vidéos, ou que ça soit sur LinkedIn. Une petite vidéo, soit de la personne qui a le podcast et qui montre soit sa façon de s'installer, soit qui introduit son podcast, ou alors un court extrait vidéo de tout le podcast, enfin, un court extrait qui est extrait du podcast en soi. Et à chaque fois, je trouve ça hyper intéressant que justement, de se rendre compte que c'est devenu un média principal et que de ce média principal-là, il y a des contenus qui sont créés. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Yoann, tu exprimais le fait qu'avec les retours, on peut facilement réagir. Je suis un petit peu d'accord, enfin, je suis globalement d'accord, mais ce que je trouve très cool, c'est de pouvoir aussi se dire que, par exemple, si tu veux pas trop regarder les stats, mais que tu regardes quand même les stats une fois par mois, tu regardes l'épisode qui a le plus fonctionné, et suite à ça, tu te dis, OK, si ça a tant fonctionné alors que j'ai pas fait plus de promotion que ça veut dire que c'est un sujet qui intéresse énormément les gens. Pour ce sujet-là, je vais m'en servir pour ensuite créer plein de contenu. Bien sûr. Complètement d'accord. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Ce qu'a dit Alexia est très vrai. J'ai fait mon petit dessin de ma petite pyramide de Maslow. Ah, Maslow. Mais non, mais on oublie souvent, mais c'est vraiment la base. C'est-à-dire que c'est super intéressant de voir que quand YouTube se fait racheter par Google en 2005, la vidéo, c'est vraiment le truc absolu, quoi. Je veux dire, Dailymotion, YouTube, c'est la base. On était tout le temps dessus. Aujourd'hui, YouTube, c'est là, quoi. C'est devenu un besoin primaire, limite. Dire les étudiants, les jeunes, aujourd'hui, le contenu vidéo, c'est devenu la base. Ils sont même plus d'ailleurs sur YouTube, ils y sont encore un peu. Mais ils sont surtout sur TikTok, sur Insta, sur ce genre de plateforme vidéo où c'est du scroll infinite, quoi. Donc forcément, ils en mangent toute la journée. Et de ce contenu-là, donc effectivement, d'avoir quelque chose d'un peu, entre guillemets, subversif, avec un contenu différent,
avec une certaine forme de lassitude aussi, parce qu'effectivement, le digital a un défaut, c'est qu'on se lasse très vite des choses. C'est vraiment un vrai défaut, hein, pour le coup. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc, oui, c'est vraiment... Quand on parle de cross-canalité, en fait, le podcast représente voilà, le chaînon qui nous manquait pour l'instant. Alors, peut-être que dans 2 ou 3 ans, il y en aura un autre, et c'est tout à fait possible, c'est même certain qu'il va y avoir autre chose. Mais voilà, en ce moment, le podcast, ça marche bien. Il y a du contenu nouveau qui se crée, très différent, et même qui n'existait absolument pas. Et ça va servir aussi tout ce qui se passe online sur les canaux plus classiques. C'est ça qui est intéressant. Parce que demain, une marque va faire un podcast, et j'ai déjà vu certains qui le font, et c'est très intéressant. Et d'ailleurs, c'est des spécialistes du référencement, donc ça ne m'étonne absolument pas. C'est qu'ils prennent le contenu de leur podcast qui fait 1 minute, et ils le mettent dans l'article. Ah, mais ça fait un article de 800 mots, tu as le podcast en plus, donc celui qui veut lire, il lit. Celui qui veut pas lire, il écoute le podcast. Tu as les deux sur la même page, avec la même URL, avec la même stratégie finalement de tirage vers le haut, si on veut. Et du coup, c'est hyper pertinent. Parce que tu te retrouves avec une multiplateforme et on te dit, bah, tu peux l'écouter sur Spotify, sur Apple Truc, sur machin, et où tu peux le lire. Et donc, du coup, ça va servir les deux trucs parce que forcément, c'est interconnecté, quoi, et c'est super. Et c'est là où je vois et que j'ai constaté, moi, qu'il y a un vrai intérêt à faire du podcast aujourd'hui. Et je pense que n'importe quel business model peut essayer de l'adapter. Mais en plus, surtout, ça nous permet de toucher une cible, pardon, excuse-moi, alors, il y a une cible à laquelle on n'a peut-être pas naturellement accès, tu vois. Nous, quand on est communicant, évidemment, il y a une cible, on a tous envie d'avoir la même, mais justement, ça va toucher une audience potentiellement plus engagée et qui, derrière, va faire une fanbase ou en tout cas une communauté d'ambassadeurs qui sera ultra, ultra utile. Mais ça fait partie, pour moi, d'une stratégie 360. Donc, il y a ceux qui vont faire du sponsoring, ce qui est déjà une très bonne idée. Il y a ceux qui vont se lancer dans la production de contenu à destination du podcast, mais attention, c'est quelque chose qui est lourd à porter. C'est pas un truc où tu dis on va faire de la vidéo, ça va être joli. Non, il y a quand même un gros travail d'éditorialisation et c'est ça que moi j'attends de voir, c'est cette professionnalisation du métier qui m'intéresse beaucoup parce que il y a ce côté auto-édition qui est génial et qui permet à tout le monde de prendre une voix. Ensuite, c'est la bataille chacun pour exister et que les meilleurs gagnent. Mais là, je pense qu'on va arriver à un moment où les marques vont le faire, vont peut-être même carrément internaliser cette compétence. Jusqu'à présent, certaines vont, si elles veulent un certain gage de qualité, vont aller vers des Louis Média, par exemple. Des Louis Média, la toile sur écoute. Ouais. Exactement, pour aller plus loin. Mais je pense que c'est un truc à terme qui va s'internaliser comme un vidéaste et tous ces métiers-là. Comme un SEO, je pense que, exactement. Je pense que nous, on commence à... Enfin, nous, quand je dis nous, je m'intègre dans ceux qui font partie de la sphère SEO, alors qu'absolument pas. Alors, je m'y intéresse beaucoup, mais je participe peu. Néanmoins, on observe énormément ce qui se passe au niveau du vocal. Alors, pour l'instant, effectivement, je regardais encore une conférence d'Olivier Andrieux, qui est un des experts en la matière en France, qui disait que lui, il avait constaté vraiment que très peu de changements à ce niveau-là pour l'instant. Donc, effectivement, je pense que c'est encore quelque chose de, entre guillemets, marginal. Pour nous, ça compte parce qu'on est en Île-de-France, ça nous parle et notre cible est intéressée par ça. Donc, forcément, on est obligé de s'y intéresser. Mais effectivement, hein, pour l'instant, c'est pas encore quelque chose qui a un taux de pénétration de 70% sur la planète, hein, qu'on soit bien clair. Et qui ne tend pas à l'avoir. Non, ça cherche pas forcément à la voir parce que c'est quelque chose qui... C'est la cible est qualifiée, donc... Pour l'instant, c'est quelque chose de extrêmement qualitatif. Exactement. C'est que pour l'instant, on n'est pas encore dans du quantitatif sur le podcast et c'est très bien comme ça. Oui, parce que ça rejoint les codes de l'Internet des années 2000 où on voulait faire du contenu pour faire du contenu, pour expliquer vraiment notre démarche. Voilà. Ça, c'est intéressant. D'un point de vue SEO, Google commence vraiment à s'y intéresser et que juste le fait de rédiger une jolie description avec tes mots-clés et tout ça, il va se faire remonter par rapport à certains articles. D'un point de vue SEO, Google est vraiment en train de se dire « Ok, il y a un truc à faire sur l'audio. » Et d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure
des médias qui vont s'inspirer de ce qui se passe sur le podcast pour évoluer. Et c'est vrai que Twitter s'est mis à faire de l'audio, alors que Twitter n'avait pas changé depuis super longtemps. De toute façon, c'est très clair. Hein, Google, lui, il veut lancer une tendance. Il a créé des produits. Donc, il y a des Google Home, il y a des Amazon Alexa. Alexa, c'est Alexa. C'est presque toi, Alexia, mais c'est quasi. Donc, bien sûr que le vocal, ils investissent dedans. Donc, ils vont finir par trouver un moyen de le pousser. Ce que je dis tout à l'heure et ce que disait Olivier Andrieux, c'est que pour l'instant, l'humain lambda n'est pas encore promoteur de ce type de recherche. Effectivement, avec la multiplication des devices qui proposent ce genre de choses, les voitures qui deviennent de plus en plus aussi autonomes, qui vont dans ce sens-là, dans 10 ans, la recherche, ce sera vocale, qu'on soit clair, c'est évident. Ça prend du temps, attention, on a tendance toujours à croire que le digital, parce que c'est technologique, que c'est l'an 2000, qu'on est dans Blade Runner. Non, doucement. Ça prend plus de temps que ça. Donc, et la preuve en est, c'est pour ça qu'on a choisi ce sujet-là aujourd'hui, puisqu'il est intéressant, parce que ça fait 14 ans que ça existe, et c'est seulement maintenant que ça commence à exploser, et on ne sait encore pas trop ce que ça va devenir. Voilà, on suppute beaucoup de choses aujourd'hui. Mais c'est justement, alors du coup, on va pouvoir aborder finalement l'un des sujets, c'est de dire comment nous, et surtout toi, Alexia, et toi, Sophie, qui donne le cours, pour le coup, mais comment toi, Alexia, dans le cours de social media, tu peux potentiellement introduire le podcast pour justement toucher une cible, parce que les deux font la paire, quoi, dira-t-on. Et voilà, quoi, tout simplement. Et toi, Lauriane, ton retour d'expérience par rapport à justement comment ça aurait pu te servir, étant donné que toi, à l'époque, tu n'avais pas eu ce type de formation. Moi, clairement, j'ai un rêve. Le jour où on entend Alexia sur Alexa, pouf, ce jour-là, les gars, j'aurais cassé le jeu. Ça, c'est ma phrase d'accroche pour mes étudiants. Non, j'ai pas encore donné le cours, je teste, donc ça va, vous réagissez bien, c'est cool, merci. Première fois. Non, aujourd'hui, en fait, en tant que prof, moi, ce qui est important, surtout en social media, c'est d'expliquer l'écosystème à mes étudiants, de montrer tout le champ de possibles auquel ils ont accès. Mais en ayant en tête toujours que on n'est plus aujourd'hui dans cette stratégie des années... allez, on va dire en 2010 où un social media manager, enfin à l'époque on disait plutôt community manager, te disait en gros j'ai un contenu, je vais le foutre partout. Donc avec ce manque de cohérence et de stratégie, parfois on certains voit encore hélas, dans certaines maisons. Hein. Tu connais, c'est pas terminé, tant mieux, ça laisse de la place pour les cours de l'ECITV et pour des gens qui ont cette maturité d'utilisation de contenu. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est quand même de se dire, en tant qu'élève, je vois tout ce qu'il est possible de faire, après à moi de choisir quelle est ma meilleure caisse de résonance. Tu parles de cross-canal, je pense qu'aujourd'hui c'est central. On a absolument besoin de se dire quel média va venir nourrir l'autre et pas juste de se dire « Ah, c'est tendance », et je l'ai encore entendu il n'y a pas longtemps, j'ai bondi sur ma chaise parce que je suis en télétravail, c'était s'entendre dire « Oui, on est une boîte dans l'assurance, on pense qu'on devrait aller sur TikTok ». Oh, wait. Voilà, parce que TikTok est à la mode, parce que la petite cousine, le machin est allé dessus. Oh, mais c'est dramatique. Et à l'époque, je me souviens, quand j'avais mes étudiants, on parlait de Snapchat. L'Élysée, et à l'époque, c'était François Hollande, les copains, ça ne me rajeunit pas, était allé sur Snapchat. C'était tristissime, en fait. Donc, parce qu'encore une fois, il y avait trop bien, c'est le média à la mode, on y va. Mais derrière, il n'y avait aucune stratégie, aucune réflexion de vase communicant qui permettait justement de créer cette stratégie 360 et de trouver la bonne audience, la bonne manière de s'adresser au public. Donc, clairement, moi, ça va être de dire à mes élèves, voilà tout ce qui est possible de faire, voilà l'écosystème, voilà les valeurs, voilà les gens. Maintenant, à vous de réfléchir si ce contenu vient vraiment créer de la cohérence et surtout vient appuyer votre positionnement. Mais si au départ, il n'y a pas de stratégie de com', n'allez pas sur les réseaux sociaux, les enfants, c'est du temps perdu. Sinon, ça donne des lip-dubs, des Decathlon du magasin de... Des lip-dubs. Ouais, c'est ça, des lip-dubs, ouais, voilà. Non, mais c'est typique. Mais c'est vrai. Ça. Mais on a eu le cas, et puis même nous, on a eu des fois des collaborateurs ou des directions qui ont pu nous donner des idées, des fois en nous disant mais c'est ça la mode, c'est super, faut le faire.
Et nous, on est là en mode, mais oui, attends, doucement, parce qu'il faut peut-être définir une stratégie d'abord. Parce que concrètement, effectivement, si on est une grosse société d'assurance, je suis certain qu'il y a un moyen de pouvoir aller sur TikTok. Oui, mais pas comme ça. Pas en faisant, tu vois, genre en faisant des challenges où là, tu as ton CEO qui... Non, c'est pas possible. Mais tu vois, ce qui est intéressant aussi, c'est on le voit avec les étudiants, comme ils sont jeunes alternants, très rapidement, il va y avoir le « Ah, mais toi, tu connais ce média, tu peux y aller ». Et en fait, parfois, ils se retrouvent complètement démunis parce qu'ils n'ont pas justement le bagage pour dire l'expertise qu'ils ont pu acquérir avec le temps. Et en effet, je suis dans le BTP et je dis je veux faire du TikTok, l'idée peut être très bonne, elle est tout à fait recevable, mais on va pas y aller comme ça, les enfants. Il faut quand même une bouée et un canot de sauvetage. Et c'est ça aussi que j'essaie d'apprendre moi à mes élèves, c'est de dire plus vous aurez un bagage, une culture de ces réseaux, plus vous serez capable de dire ouais, en effet, tiens, ou alors on peut aller trouver un peu le petit contre-pied qui permet en tout cas nous de faire le buzz et donc de faire parler de nous. Mais si c'est un truc qui derrière fait hyper has-been parce que désolée pour toutes les Moniques de la compta, mais qui se retrouve la pauvre dans un caddie en train de jouer de la guitare parce qu'on lui a dit que c'était fun pour un challenge, pitié, ne faites pas ça. Vous faites plus de mal à votre marque que de bien. D'autant plus que, comme a dit Yoann, les podcasts, ça existe depuis 14 ans. Et je crois que j'ai entendu une stat et qu'il y a 60% des podcasts qui ne passent pas les 7 épisodes. Et à aucun moment, on a envie de monter un podcast pour que ça vienne échouer derrière. Donc, c'est vrai que c'est très cool, justement, l'approche d'Alexia de dire je vais vous présenter tout ce qui est possible de faire et après, c'est à vous de décider ou pas. Et c'est vrai qu'à l'époque de l'ECITV, moi, direct, quand on était sorti du master, j'avais monté une chaîne YouTube avec une amie, qui est d'ailleurs aussi une ancienne de l'ECITV. Et finalement, après, on s'est rendu compte que on n'avait plus le temps de la gérer, donc on l'a arrêtée. Et au moment où j'ai voulu lancer le podcast, j'ai eu ce petit moment de me dire, je retournerai bien sur YouTube. Et en fait, j'étais vraiment en train de me dire, non, parce que pour le moment, j'ai pas de stratégie sur YouTube, donc ça va juste me servir à rien et dépenser mon énergie dans quelque chose qui ne vaut vraiment pas le coup. Donc, je trouve ça très intéressant aussi de se dire que avoir cette présentation de l'écosystème, ça te permet de trouver la façon de faire qui va faire en sorte que tu vas réussir à te démarquer. Parce que je sais que, par exemple, moi, je parle quand même de communication et de marketing dans mon podcast parce que ça reste mon cœur de métier. Et des podcasts sur le marketing, il y en a vraiment plein tout le temps. Ouais. Et justement, le fait de prendre cet élément différenciateur, de dire « Bonjour, j'arrive, moi j'apprends en même temps que vous et vous allez apprendre avec moi et de mes échecs », c'est mon élément différenciateur. Tout comme quelqu'un pourrait arriver et faire totalement le contraire et dire « Moi, ça fait 20 ans que je fais du marketing, c'est moi qui vous apprends ». Et c'est deux approches différentes qui vont trouver deux publics totalement différents et qui en plus vont avoir derrière une stratégie totalement différente. Surtout pour la majeure partie d'entre nous, les podcasteurs et les podcasteuses, c'est vraiment un sacerdoce de faire un podcast. Hein. C'est-à-dire que ça prend énormément de temps, que ce soit dans la réflexion, dans la recherche d'interviewer Alexia, dans un certain nombre de choses. Et on peut pas faire tous les réseaux sociaux, ou alors on a 40 stagiaires avec nous qui vont. Vous m'entendez là? Oui, parfaitement. Ouais. On a 40 stagiaires, etc. Et moi, je me suis posé effectivement la question de TikTok, mais pourquoi t'es pas sur TikTok et tout? Je dis, écoute, moi, en fait, ma cible, elle a 35-50. Je vois pas comment je vais la trouver sur TikTok, quoi. Ou alors, c'est un peu comme si à 50 ans, tu foutais des cuissards sur un truc en léopard, quoi. Il y a un truc qui va pas, quoi. Je peux pas aller chercher ma cible. Encore la portée? Encore la portée. Il y a un truc qui va pas. Il y a quelque chose qui fait hiatus entre ma cible et puis le support. Et même s'il y a peut-être 2-3 mamans un peu foldingues qui vont se balader sur TikTok parce que leur fils ou leur fille lui a montré, c'est vrai qu'on, au-delà de effectivement la pertinence, la ressource temps qu'on a à aller sur plein de médias, parce que il faut publier sur LinkedIn, il faut publier sur Facebook, qui malgré tout reste encore un tout petit peu essentiel. En tout cas, je parle surtout pour moi, parce que vu que ma cible est quand même plus âgée que la vôtre, je pense, elle est encore un peu plus sur Facebook et beaucoup moins sur TikTok. Mais comme tu disais fort justement, Alexia, qu'est-ce que je vais aller foutre sur TikTok, quoi? C'est très bien un TikTok, hein, mais tu vois, c'est le décalage d'Emmanuel Macron sur TikTok, quoi. Je vois pas le délire, en fait. Je vois pas le délire. Les jeunes. Ouais, voilà, je trouve que ça allait racler un truc où je me sens pas du tout légitime à être sur TikTok, quoi. Pas du tout. Après, peut-être que si un jour il y a une agence qui me prend
en charge au niveau de ma communication, ils vont dire bah non, mais tu peux pas t'exonérer d'être sur TikTok, mais je vois pas du tout où est la pertinence, quoi. C'est tout ce qu'on essaye de mettre en place au niveau de la méthodologie de la chefferie de projet, quoi, tout simplement. Hein. Soit bien clair. Hein. On le fait. Alors, c'est une méthodologie. On va ajouter le podcast désormais dedans, puisque maintenant c'est au programme. Parce que, effectivement, comme on l'a dit et comme on l'a prouvé tous ensemble, c'est que le podcast a un vrai avenir dans le panorama digital et va avoir une place aussi à prendre dans de l'acquisition. Donc, espérons que ça ne devienne pas comme Insta un véritable endroit pour vendre et qui est vraiment quelque chose de très humain, hein, qui reste là-dedans, parce que sinon, ça dénaturera complètement l'idée de base du podcast et c'est pas ce qu'on attend de ça. Donc, que ça reste quelque chose d'hyper expérientiel, hein, finalement, c'est ce qu'on demande au podcast. C'est ce qui était à l'époque, hein, sur YouTube, hein, et puis désormais ça a un petit peu changé, donc faudra bien regarder ça avec beaucoup d'attention. Et je reviens sur ce qu'avait dit Alexia en début, hein, c'est le côté hyper pénétrant de l'audio uniquement, quoi. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement puissant dans l'audio uniquement. Alors, c'est très important et c'est au même titre que l'olfactif. À un moment, c'était à la mode et ça marchait. C'est vite passé. Tout le monde se souvient de l'odeur qu'il y avait chez Colette. Je veux dire, ça, c'est sûr, c'est évident. Et ça fait partie d'une certaine forme de marketing qui fonctionne. Chez Nature et Découverte, on l'a aussi, on l'a dans plein d'endroits. Mais là, le côté voix et tout, c'est les oreilles, c'est très proche du cerveau, c'est voilà. Donc il y a vraiment quelque chose d'hyper important là-dedans. Il va falloir vraiment, d'un point de vue marketing, je parle, hein, pas d'un point de vue santé ou quoi, hein, d'un point de vue marketing, voir comment. Si, moi, je revendique que mon podcast devrait être remboursé par la Sécu, moi. Ça, c'est un autre sujet. Mais après, l'olfactif, par définition, n'est pas pérenne. Moi, ce que j'aime dans les podcasts, c'est pouvoir aller retrouver des émissions que j'ai pas vues. C'est vrai que j'ai eu la chance de participer au premier épisode d'Alexia et de temps en temps, je me le réécoute comme un espèce de post-it comme ça, mental. Je vois aussi dans la préparation de mes cours. Là, je fais un cours sur l'histoire de la radio, sur l'histoire du cinéma, sur l'histoire de la télévision. Je suis allée chercher des podcasts aussi qui sont, notamment les podcasts de France Inter sont hyper bien foutus là-dessus, où vous avez aussi des podcasteurs qui vont aller raconter l'histoire de quelque chose. C'est un ajout aussi pédagogique formidable pour les étudiants et je leur dis allez écouter tel ou tel podcast parce que c'est aussi la mémoire en fait. Alors après, on peut s'approprier des sujets historiques, des choses comme ça, mais je trouve qu'en termes de culture, c'est un ajout qu'on peut ajouter à nos cours qui est formidable, quoi. C'est-à-dire une expérience sur tu parlais des radios libres tout à l'heure. Moi, je suis vraiment une enfant des radios libres. Hein, 82, j'étais née alors que vous n'étiez. Bon, bref, très loin. Mais j'avais déjà 9 ans et moi, je suis une enfant des radios libres là pour le coup. Et il y a des podcasts incroyables sur la naissance des radios. Donc, je trouve que c'est un bel outil, c'est un outil qui n'est pas chronophage, c'est-à-dire que l'écoute n'est pas chronophage, comme disait Lauriane tout à l'heure, on l'écoute dans les transports en commun, on peut les télécharger, on peut les écouter quand on fait de la route, etc. Mais je trouve que c'est un formidable hymne à l'histoire, en fait. Et les podcasts, je pense, quand nos enfants nous diront « Ah, je me souviens de cette période de confinement, etc. » on ira écouter tous ces podcasts qui sont sortis en confinement. Je pense à celui de Pénélope Boeuf, par exemple, qui a fait Journal d'une confinée, puis d'une déconfinée, puis d'une reconfinée. Alors, elle prend la pelote, elle la tire vraiment jusqu'au bout. Après, elle a du talent, hein, Pénélope Boeuf. Mais c'est vrai que c'est aussi la mémoire vivante d'une époque, quoi, je trouve, le podcast. Je vais me permettre d'utiliser une phrase de Roland Barthes que j'aime beaucoup, qu'il utilise dans La Chambre claire et qui dit « De la photographie, ça a été là ». C'est comme ça que je pense mon podcast, pour ma part. Je laisse une trace, quelle que soit la durée de cette dernière, on pourra dire « ça a été là ». Moi, je me dis qu'à un moment, quand je fais des podcasts comme ça, coup de gueule sur des sujets tabous aujourd'hui, et Dieu sait s'il y en a, hein, sur un des derniers, on a parlé postpartum beaucoup, on a parlé évidemment du mouvement Nous Toutes, etc. Je parlais aussi de tout ce changement
qui nous incombe à nous les femmes. Et je me dis peut-être que dans quelques années, nos enfants, vos enfants, les filles, Alexia et Lauriane, disant « Ah ouais, maman, on parlait de ça, mais aujourd'hui, c'est plus un sujet, en fait. » Et là, je me dis qu'on aura gagné quelque chose, quoi. Peut-être on est peut-être un petit peu en digression, Johan, par rapport à l'aspect très digital de ce que tu voulais faire, mais non, là, c'est tout à fait ça. Maintenant, effectivement, tout le monde est au courant de pourquoi on a parlé de ça aujourd'hui et pourquoi on l'intègre au programme et pourquoi c'est quelque chose d'important et pourquoi on parle de cross-canalité, etc. Pour tous ceux qui aimeraient s'intégrer dans ce type de réflexion et finalement, les cours ressemblent un peu à ce qu'on vient de vivre aujourd'hui. Alors, pas tous les cours, bien entendu, mais les cours, en tout cas, où ça s'y prête, c'est des discussions, c'est des échanges autour de ces médias-là qui sont pour beaucoup nouveaux et qui évoluent quotidiennement. Donc, c'est hyper important. Donc, voilà, vous connaissez CITV. Et je veux rajouter aussi un petit peu en pédagogie, puisque là, on a un petit retour sur l'école. Et je pense qu'Alexia et Lauriane, si vous écoutez vos tout premiers podcasts avec le dernier épisode que vous avez sorti, voilà, je pense que ton éclat de rire, Lauriane, est la réponse imagée de ce que je vais dire. Mais même moi, avec mon grand âge, c'est quand je vois le podcast que j'ai, le teaser et ceux que je sors aujourd'hui, je parle dans la pédagogie, j'ai énormément travaillé ma voix, le fait de poser ma voix. Donc, il y a même un exercice pour nos étudiants dans la conception d'un podcast qui est vraiment, lui aussi, à 360 quelque part. Évidemment, la stratégie, etc., on vient d'en parler beaucoup, mais c'est une manière d'écrire. Donc déjà, c'est savoir écrire, ce qui est déjà pas évident. Et puis, c'est une manière en termes de média training, c'est-à-dire de poser sa voix. Et puis, c'est du montage. Je ne sais pas combien de temps vous passez en montage, Alexia et Lauriane, mais moi quand j'ai un podcast invité, je pense que sur le dernier, j'ai passé 20 heures sur le montage. Je pense pas moins de 20 heures. Et pourtant, je suis, enfin, je veux dire, techniquement, j'ai pas de problème. Hein. C'est pas que je suis en train de galérer avec mon audition, mais j'ai passé 20 heures à repenser le montage, à argumenter, à dire attends, ça, c'est arrivé là, mais je vais le bouger parce que ça sera plus pertinent si ça arrive à ce moment-là. Et comme j'ai vu Alexia dans ton dernier épisode aussi, ces pauses musicales que tu fais, à quel moment on met une pause musicale pour rattraper l'interlocuteur, le spectateur, enfin l'auditeur plutôt, si on l'a perdu. Enfin, il y a vraiment on balance pas un podcast comme ça sur la toile, quoi. C'est un petit bijou travailler les podcasts, je trouve, parce que c'est énormément de temps, c'est vraiment et puis surtout quand on fait des interviews, parfois l'interview elle nous échappe parce que tout d'un coup la personne elle est passionnante, elle va partir en digression. Donc il y a aussi un travail journalistique de ramener la personne là où on veut l'emmener, qu'on puisse reposer les questions qu'on a envie de poser et que quelque part la structure de notre interview, même si elle est un peu débridée, mais on le voit très bien dans les podcasts d'Alexia. Alexia, elle a ses questions, elle a le talent de pouvoir rebondir quand on lui donne une petite pépite, mais on sent bien qu'il y a un nombre de questions, il y a des questions auxquelles tu as envie qu'on réponde et tu as des questions qui ont été ritualisées même. Mais du coup, je trouve que c'est un exercice en fait où notre propre marge de progression en termes de podcasteur, elle est infinie, quoi. Et c'est ça qui est génial dans le podcast, c'est de l'écriture, c'est de l'interview, c'est un peu de technique, bien entendu, c'est poser sa voix, c'est faire entendre qu'on sourit, parce que c'est important le sourire. Hein. C'est vrai que quand on a envie de donner quelque chose, il y a l'intonation, mais il y a toute cette partie de technique narrative sur le fait que moi, quand j'enregistre un podcast, je suis tellement heureuse de l'enregistrer de toute manière que j'ai une patate qui fait que j'ai envie qu'on entende que j'ai cette patate-là et que ce que je dise, je le vis, quoi. Et donc, je trouve que pour moi, c'est de l'orfèvrerie, le podcast, quoi. Voilà. Et du coup, au niveau, merci Alexia. Et je trouve que du coup, pour les étudiants qui nous écoutent là maintenant, et je leur en remercie, et puis pour ceux qui écouteront le replay, c'est vraiment un moyen d'expression, mais dans lequel on va se trouver soi aussi, je crois. Et on va trouver peut-être sa fameuse zone de génie. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé à un des anciens de l'ECITV. Pour faire la boucle, il s'appelle Gabriel Gourovic. Il était dans la même promo que moi. Ouais. Et son podcast s'appelle Growth Maker. Je ne savais pas qu'il était le CITV. Et lui, il était dans la même promo que moi. Et alors, il avait déjà ce petit côté entrepreneurial quand on était en master. Mais c'est vrai que maintenant, son podcast, c'est devenu son pilier principal. Et ça me fait beaucoup rire parce que j'ai passé un entretien d'embauche il n'y a pas longtemps.
où justement, on parlait podcast avec la personne et la personne m'a parlé de ce podcast-là et j'ai dit, mais en fait, Gabriel, il était dans ma promo et du coup, ça a créé un lien. Mais du coup, je sais que son podcast est devenu une vraie référence pour tous ceux qui s'intéressent au growth marketing. D'accord. Donc, ça rejoint totalement ce que tu disais sur trouver sa zone de génie. Ouais, voilà. Et voilà, c'est pas qu'un seul cours. Je pense que c'est vraiment un concept à lui tout seul, ce podcast-là. Et je suis hyper heureuse que des stratégies digitales désormais, c'est évident. Exactement. Et je pense que, et j'espère que Johan, tu ne me frapperas pas une fois qu'on aura coupé le Zoom, mais c'est vrai que dans cette tendance que que je veux insuffler sur la partie audiovisuelle, en tout cas, de pouvoir faire tourner les cours dans une certaine forme de transversalité. C'est vrai que le podcast est tout à fait le bienvenu dans les cas concrets qu'on pourra avoir avec des clients réels, dans le cadre d'une stratégie, comme disait Alexia, 360, quoi. Et moi, je suis hyper contente qu'il y ait ces cours de podcast. C'est pour ça qu'on le fait. Si c'était quelque chose c'était un truc one shot, ça n'aurait pas de sens. Non, c'est pas. Non, bien évidemment que ça a sa place dans une stratégie globale. Quoi qu'il en soit, de toute façon, on ne pourra pas vivre seul. Donc, même si l'objectif de base, c'est de sortir un podcast, il faudra forcément alimenter une stratégie autour de ce podcast. Absolument. Sur les réseaux où l'audience existe. Donc, voilà, c'est juste qu'on va le rajouter dans notre veille. On va devoir le rajouter un peu partout. C'est ni plus ni moins. Aujourd'hui, de toute façon, les budgets vont continuer de chuter en communication. Les attentes du public vont être de plus en plus importantes et on n'aura pas vraiment le droit à l'erreur. On ne peut plus faire de la pub comme Mad Men pouvait le faire. Il faut vraiment quelque chose qui soit ancré. On parle maintenant d'entreprise à mission, on parle de la raison d'être d'une entreprise. Tous ces sujets-là, je trouve que c'est vraiment très, très prégnant. Et en effet, le podcast ne peut pas être une brique qu'on balance comme ça. Il faut que ça fasse vraiment partie intégrante. J'aime vraiment bien cette idée d'écosystème parce que sinon, les gens ne vont pas s'y tromper et ça peut être mortel pour une marque. Clairement, on a quand même aujourd'hui, nous, en tant que consommateurs, on a le droit de vie et de mort sur des marques, on l'a vu. Là, j'avais lu une stat comme quoi 60% des gens qui appellent au boycott ne reconsommeront jamais cette marque. C'est énorme, hein? Donc, des trucs sur Dove, sur Barilla, sur Nike, tout ça. Donc, ça veut dire que c'est des gens, c'est pas juste pour faire partie d'un mouvement. C'est que c'est vraiment, cette stat, elle est impressionnante. Ces gens-là, une fois qu'ils ont décidé le boycott, ils le continuent. C'est pérenne. Et ça, c'est dramatique pour une marque aujourd'hui. Quand on voit en effet le nombre de marques de pâtes, de chaussures, de vêtements, de tout ce que tu veux, il y a une autre stat, c'est Hervas qui disait si 75% des marques venaient à disparaître, personne ne s'en rendrait compte. C'est énorme. Donc, ça veut dire qu'en fait, ça a été pareil pour l'espèce animale et personne ne s'en est rendu compte non plus. Hein. C'est vrai. Mais je préfère qu'il y ait 75% des marques qui disparaissent, si tu vois ce que je veux dire. Oui, non, mais si tu veux, tu vois. C'était ma petite minute écolo. C'était ma minute écolo. Retrouvez-la dans son prochain billet d'humeur. Elle est forte, elle fait du teasing. On parlait de... Non, même pas. Mais c'est vrai qu'on parlait à un moment, on a eu une discussion, Alexia, sur comment tu s'appelles, le greenwashing, là, tu sais, sur ces sujets dont les marques peuvent s'emparer. Et c'est vrai que je crois qu'une marque aujourd'hui qui investit dans le podcast, même si c'est un média qui est beaucoup moins coûteux que l'audiovisuel, et là, en tant que productrice, je me tire quand même une balle dans le pied, mais au moins, ils ont un engagement d'un contenu qui n'est pas un contenu de vente pure. On voit que quand on veut faire quelque chose de chouette avec des intervenants, avec du matériel, avec du son, avec des monteurs, avec des mixeurs, avec des sound designers, une musique originale, etc., c'est quand même un engagement financier pour une marque qui n'est malgré tout pas anodin, même si une fois de plus, il est moindre qu'un 5 minutes d'Hermès sur les voyages, par exemple. Mais je pense que ça fait vraiment partie d'un engagement de la marque parce qu'elle est obligée de produire un contenu archi qualitatif. Et quand tu produis du contenu qualitatif, bah, ça te coûte des sous. Et donc, je pense quand même que dans l'écosystème de valeurs qu'une marque veut promulguer pour asseoir, et au final, on est bien d'accord, à vendre ses produits, je pense que l'engagement d'une marque aujourd'hui dans un podcast est quelque part un tampon en disant OK, on sent vraiment quand même qu'il y a un engagement sur ce média et que quelque part, la marque y croit, quoi. Ça peut pas juste être du greenwashing, quoi, ou assimilé. Ok, donc là, il y a un silence. Non, soit je me suis vraiment mal exprimée. C'est un silence de plus soiement. Voilà. Soit j'ai dit une grosse bêtise. Non, tu as dit des trucs très forts qu'il faut tous qu'on intègre avant de réagir. Ouais.
Non, mais Allez. si, c'est vrai. Tout ce que tu as dit est vrai. Donc, il n'y a rien à ajouter sur ça. Voilà. En tout cas, voilà. Et merci, Alexia. En fait, Alexia et moi, on est les reines du burlesque, tu sais, mais du burlesque muet, tu sais. Alexia fait du mime, elle est dans The Artist. Elle et moi, c'est Buster Keaton ou Laurel et Hardy, comme vous voulez. Donc, Bon, merci à tous, en tout cas, de vous être rendus disponibles pour qu'on puisse discuter de ce sujet qui est, somme toute, très intéressant et qui, pour le coup, va vraiment avoir sa place dans les années à venir. Et ça va prendre de l'ampleur, hein, puisque de toute façon, le vocal va prendre de l'ampleur, c'est évident. Donc, on a hâte de voir un petit peu à quelle sauce le podcast va être mangé et surtout comment il va évoluer. Parce que, comme tout, hein, au début, c'est toujours très quali. Et puis, au bout d'un moment, il commence à avoir trop d'argent. Donc, le quantitatif arrive. Donc, il faudra bien observer. Le trop d'argent, tu sais, pour être en pub, pour avoir un pré-roll pub, il faut déjà 5000 écoutes. Hein. Donc, avant d'avoir 5000 écoutes, on va... Par épisode, hein, j'entends. Hein. Épisode, hein, par épisode. Donc, voilà. En tout cas, ce qui est clair que nous, petites podcasteuses, par rapport au grand monde des Louis Média, etc., on peut se féliciter de publier tous les jours. OK, ça va être quoi mon prochain épisode? Comment je vais le faire? Comment je vais écrire? Et comment je vais le mettre dans ma timeline de travail? Parce que c'est vraiment c'est une passion d'être podcasteuse, je pense. Voilà. Non rémunérée. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Juste parce que est-ce que éventuellement, je sais qu'on a peu d'étudiants qui écoutent, et vraiment, je les en remercie, mais c'est une émission que vous allez pouvoir retrouver en replay de toute manière sur les différents réseaux sociaux de l'ECI TV. Est-ce qu'éventuellement, il y avait, Victoire ou Romaric, des questions que vous pouvez poser, soit en prenant la parole, soit en tapant dans la barre de conversation? Et en attendant qu'ils préparent éventuellement les questions, juste une dernière fois, bien redire, Alexia et Lauriane, le nom de votre podcast, parce qu'on ne va pas faire non plus tout ça pour rien, autant que ça puisse générer des écoutes et des découvertes. Non, mais je sens qu'on a un petit... la slide. Voilà. Tout à l'heure. Ouais, non, mais elle est brandée jusqu'au bout, Alexia. Ah ouais, attends, bouge pas, je vais chercher le mien, là. Ah mince, il est où? Attendez, j'arrive. Il me regarde tous les jours. Ah non, mais c'est incroyable, quoi. T'as quand même des potes, hein. Mais c'est trop stylé. Oui, c'est un très bon ami à moi qui me l'a offert au moment du lancement du podcast. C'est important d'être bien entouré. Où pouvons-nous écouter vos podcasts? Eh bien, écoute, Victor, tu peux les écouter partout. Généralement, Spotify est le plus réactif, en tout cas de mon côté. Ça veut dire que dès qu'on les poste, Spotify te le met rapidement. Mais tu peux les écouter sur Google Podcast, sur comment ça s'appelle sur iPhone? Apple Podcast. Apple Podcast, voilà. Tu peux les écouter partout. Moi, vu que j'ai un podcast d'alcoolique, du coup, c'est pour poser un boc de bière dessus. Voilà, donc chacun a son petit outil. Hein. Moi, on pose un boc de bière dessus. Donc moi, je distribue ça dans les restaurants, enfin à l'époque où il y en avait encore, hein, ou dans les bars, pour qu'on puisse poser le boc de bière dessus, en fait, et qu'on puisse repartir avec mon petit flyer et en même temps fuck. Et puis donc, Alexia, les pieds dans deux mains. Je vous conseille l'épisode 1, le meilleur, sûrement. En toute humilité. Bien sûr, on a senti tout de suite. Non, il y a des épisodes qui m'ont fortement touchée, notamment celui de Julie, profession notaire, et le dernier là sur cette femme orthophoniste là qui m'a fait un bien fou. J'ai écouté ce matin. Pensez à inviter des hommes un jour. Mais il y en a. Il y en a. Qu'est-ce qu'il croit, le monsieur? J'ai tous les âges. Non, il y en a. Non. J'ai eu 4 invités. Sur 4 invités, j'ai eu un homme, hein, donc quand même, c'est pas la parité, mais voilà. Comme pour cette conférence, ça nous fait bien plaisir, Johan, pour une fois. Ouais. Moi, j'ai l'habitude de s'entourer de femmes, alors pour le coup, ça me dérange. T'es un homme chanceux. C'est bien d'exprimer ta chance. Voilà. En tant que responsable pédagogique, je remercie énormément Alexia et Lauriane d'avoir pris leur temps pour nos étudiants. Lauriane, merci infiniment. Ça m'a donné la possibilité de revoir une ancienne étudiante et de voir à quel point elle était toujours aussi belle et pertinente. Alexia, bon, pas de mots. Comment te dire? Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour toi. Il n'y a pas de mots. C'est grâce à l'ECI TV qu'on s'est rencontrés et je serai toujours reconnaissante à l'ECI TV de m'avoir fait rentrer dans les locaux de PriceMinster à l'époque, de Rakuten aujourd'hui, et d'avoir rencontré cette grande dame de la communication. Voilà. Je suis 1m70, on se détend. Hein. On se détend. Monsieur le directeur, le mot de la fin?
Bah écoutez, merci à toutes vraiment pour votre participation. On a très largement dépassé et c'est très bien. Ça veut dire qu'on a eu plein de choses à dire. Donc tant mieux pour nous, tant mieux pour ceux qui vont nous écouter. J'espère que ça les intéressera autant que ça nous intéresse. J'ai une idée. Je me disais quand même que là, on vient de faire une super conférence. Monsieur le directeur, si c'était le premier épisode du podcast de l'ECI TV. Il va falloir le monter. Tu sais quoi? Je m'en occupe. Non, mais ce hold-up. Avec plaisir. Non, dis pas hold-up, c'est moche en ce moment le mot hold-up. Oui, c'est vrai. Non. Ça a coupé. Non, pourquoi pas? Oui, c'est pourquoi pas. Bim, le fait accompli, poum, patate chaude. Non, mais je suis ouvert, je suis à l'écoute. On est agile. Ok. On est pour agile. Ce bon vieux Gilles. On y revient. Merci à tous. Merci vraiment beaucoup. Et à très bientôt. Et puis dans vos podcasts. Et puis surtout ceux qui nous. N'oubliez pas, mettez des notes sur Apple Podcast. Elle l'a dit. Et les étoiles. Voilà. C'est comme les pouces bleus sur YouTube. Il s'agit de faire marcher le référencement. Tout ça. Tout à fait. On vous Je voudrais bien qu'on fasse d'ailleurs un exercice là-dessus, Johan, faire monter les podcasts de gens de l'écosystème. On va demander aux étudiants de l'ECITV de s'en charger. Comment c'est passé crème? Chacun ses kidnappings, d'accord? On va s'en occuper. Avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas à toutes et à tous. Merci vraiment pour ce sujet intéressant. Merci. 5 podcasts c'est comme les fruits, 5 podcasts par semaine et vous serez en pleine santé. Mentale en tout cas, ça c'est sûr. À bientôt. Bye bye. Au revoir. Merci.